Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un point lecture de mes 5 dernières lectures, 4 romans et un titre graphique. Voilà, on va commencer par les deux titres qui sont liés à Noël. Donc tout d'abord avec La magie d'une rencontre de Suzanne Wiggs que j'ai ici moi aux éditions Harlequin dans ces très jolies éditions. On va suivre ici donc un duo de personnages, donc Sophie qui est une working girl, une grande avocate qui va se retrouver coincée par une tempête de neige avec sa voiture qui va tomber en panne et elle va être dépannée par le vétérinaire du village qui s'appelle Noah. Pourquoi est-ce qu'elle est dans ce village? Il s'avère que suite à un événement traumatisant et particulièrement horrible, elle décide d'aller se rapprocher de ses enfants qui sont ados et jeunes adultes, et d'aller s'installer dans la ville dans laquelle ils vivent avec son ex-mari. Donc, voilà pourquoi elle est arrivée dans ce village en pleine nuit. Alors, cette lecture a été très sympathique. Voilà, il y a tout ce qu'on peut attendre d'une romance de Noël, un petit couple qui se forme qui est très sympathique, de la neige, des bons sentiments, une ambiance de petit village, cocooning qu'on retrouve aussi. Donc voilà, tout ça, je l'ai eu, c'était très sympa. Après voilà, après malheureusement je pense que ça ne me restera pas dans la mémoire très longtemps parce que même s'il y avait tous ces éléments qui étaient là, c'était pas non plus la romance du siècle. C'est resté malgré tout assez plat. Voilà, je trouve que c'est fait partie de ces titres que vous savez que vous lisez, puis à la fin vous vous dites oui, voilà, c'est les lectures moyennes, les lectures sans plus. Pour moi, c'est l'effet que ça m'a fait. Il y a juste deux choses. Il y a tout d'abord, dans la première partie, on va nous raconter en fait les événements avant l'accident de voiture de Sophie. Et cette partie-là était, même si elle était super intéressante et que j'ai trouvé assez originale finalement par rapport à ce qu'on peut lire en romance classique, j'allais dire. Moi finalement, même si ça explique vraiment pourquoi elle va dans ce village et que c'est des choses assez horribles, moi c'était pas forcément ce que j'avais envie de lire et j'avais envie vraiment de revenir à la romance. Donc ça c'était juste un petit point de détail. Et il y a aussi autre chose, c'est que plusieurs fois au cours de ma lecture, les personnages secondaires font référence à des événements qui se sont passés avant et qui ne nous expliquent pas forcément comme si on était déjà au courant. Et j'ai fait des recherches et effectivement j'ai découvert que ce titre qui pour moi est un one-shot, et ben c'est pas un one-shot du tout. En fait, je regarde là parce que j'ai noté parce que je savais très bien que je ne m'en rappellerais pas, ce titre c'est en fait un tome 4 d'une série de Suzanne Wiggs, une série qui s'intitule Chronique du lac des Saules, ce que je comprends mieux finalement pourquoi également on fait beaucoup référence à ce lac dans l'histoire, parce que tout a l'air de tourner autour, et qu'il a également déjà été publié sous le titre Neige sur le lac des Saules. Donc c'est un tome 4. Du coup, je comprends mieux pourquoi il y a des choses qu'on me raconte qui, moi, ne me parlent pas du tout, puisqu'on n'en parle pas dans l'histoire. Et puis, également, il y a des événements qui arrivent dans le courant de ce tome pour lesquels, finalement, on n'aura pas de solution, puisque je suppose qu'ils annoncent les événements des tomes suivants. Voilà, c'est le seul point qui est pour moi un petit peu dommage. Mais ça n'a pas du tout gêné dans ma lecture de manière générale. Voilà, la romance était mignonne, c'était sympa. Voilà, je pense que c'est l'idée générale de ce tome, c'était sympa. Une deuxième lecture que j'ai juste adorée, on est toujours dans les romances de Noël, avec Laisse tomber la neige de Cécile Chaumin, ici aux éditions J'ai lu. Donc ici, on va faire la rencontre de Claire, une jeune demoiselle qui se fait plaquer par son fiancé le jour de son mariage. Elle pète les plombs, on ne peut pas lui en vouloir, je pense, et elle décide sur les conseils de sa sœur d'aller s'isoler dans un chalet qui est à la montagne, tenu par une vieille dame. Elle arrive dans ce chalet, déjà d'une manière un petit peu rocambolesque, et puis elle se rend compte que dans ce chalet, la vieille dame qu'elle pensait rencontrer, bien finalement, elle est décédée, et c'est son fils qui s'appelle Hugo qui reprend le chalet. Et Hugo, en tout cas au début, il fait plutôt penser à un ours des neiges plutôt qu'à un charmant jeune homme. Bien évidemment, on se doute bien, et je ne vais pas vous spoiler, qu'il va y avoir une romance entre Claire et Hugo, et je vais m'arrêter là pour le résumer. Là, pour le coup, j'ai également trouvé tout ce que j'attends d'une romance de Noël, donc une romance, deux personnages pas piqués des hannetons, franchement.
des bons sentiments, une ambiance cocooning de village, des personnages secondaires super attachants. Voilà, tout ça, ça a fait un excellent melting pot pour moi. En tout cas, ça a super bien marché. C'était vraiment très agréable, très drôle. J'ai vraiment beaucoup ri. Le personnage de Claire, il est assez fantasque. En tout cas, au début, elle est pleine de peps, pleine d'énergie. C'était super agréable. Le personnage de Hugo, il est également très attachant. Il est beaucoup plus calme que le personnage de Claire. Le duo, cette espèce de enemies to lovers, en tout cas, qu'on a pendant une bonne partie de l'histoire, fonctionne super bien. Moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai passé un super moment. Je l'ai lu en une journée. Et si vous ne l'avez pas lu, franchement, je vous le recommande. C'est une romance qui est plutôt en mode slow. Et moi, ça me va très bien. Voilà, je suis pas forcément fan de l'insta-love. Là, c'était vraiment super. Ça prend son temps. On est aussi vraiment plus dans les secrets de famille, dans l'histoire, dans les personnages secondaires. Vraiment, c'était super chouette. J'ai passé un très bon moment. Et franchement, je ne peux que vous la recommander si vous êtes passé à côté. Franchement, n'hésitez pas. On va s'arrêter avec les romances de Noël et on va partir dans toute autre chose. On va partir avec un titre de fantasy, quand même. Donc c'est Rêve de glace de Kelly Sinclair, Accord corrompu. Alors je ne sais plus quelle est la série. J'avoue que je ne sais plus. Je ne sais plus si la série c'est Rêve de glace et le tome 1 c'est Accord corrompu ou si c'est l'inverse. Bref, c'est pas grave, c'est de Kelly Sinclair. C'est publié chez MXM Bookmark, qui est renommé maintenant en juste Bookmark. Alors dans cette histoire qui est donc une histoire de fantasy, comme je vous l'ai dit, on va faire la rencontre de Olenna. Olenna, elle est la Tatuma. Donc la Tatuma, ça veut dire qu'elle est promise à être l'héritière du trône, du monde dans lequel elle vit. Elle vit dans un univers, le monde dans lequel elle vit, c'est un univers de feu, un univers de chaleur. Et donc eux sont sur une espèce de monde de chaleur qui tourne. Et juste à côté, pas en concomitance, mais vraiment comme s'ils étaient posés à côté. Je vais peut-être vous montrer la carte, ça va peut-être vous éclairer bien plus que mes explications qui sont pas très claires. Voilà, donc on a les deux mondes qui sont côte à côte, donc celui-ci qui est un univers de feu, celui où donc vit Olenna, et ici on a un univers de glace, donc ce sont deux mondes qui cohabitent l'un à côté de l'autre. Et donc Olenna est promise à être la Tatuma, donc l'héritière, la future reine du monde de feu. Par contre, elle a une particularité que vous voyez également sur la couverture, elle a un voile sur le visage. Personne n'est autorisé à voir son visage depuis sa naissance, depuis qu'elle est toute petite. Et elle également n'a jamais vu son visage. Donc ça, c'est une vraie particularité. Sa mère la déteste, clairement. On ne sait pas pourquoi, mais franchement, elle est absolument odieuse avec sa fille. Au moment où l'histoire démarre, on a une délégation donc, de l'univers de glace qui est venue sur l'univers de feu pour apprendre et puis voir comment ils peuvent cohabiter ensemble. Et Olenna va se lier avec un jeune garçon de cette délégation et il s'avère que ce jeune garçon est un des frères du roi du royaume de glace. Voilà. Vous vous doutez bien que les choses ne vont pas forcément se dérouler aussi bien qu'elles auraient dû. J'ai passé un très bon moment avec ce titre. Alors déjà au niveau de l'écriture, moi je trouve que c'est très fluide, ça se lit très très bien. On est peut-être un petit peu plus dans du young adult fantasy que dans de l'adulte, mais il n'empêche que moi j'ai trouvé ça très bien malgré tout, c'est bien écrit. Juste un tout petit bémol à mon sens, qui explique pourquoi je n'ai pas eu l'engouement général autour de cette série, même si, comme je le dis, c'était une très bonne lecture. Je pense peut-être que ça manque un petit peu d'approfondissement pour moi par moment, au niveau des personnages ou au niveau de l'ambiance générale, qui, moi, m'aurait permis peut-être d'avoir encore plus d'empathie pour ne m'attacher encore davantage à certains personnages. Mais c'est tout. Sinon, au niveau de l'écriture, c'était vraiment très bien. Au niveau des personnages, on a Olenna, qui est donc un personnage féminin que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve qu'elle est très cohérente par rapport à ce qu'elle a vécu. Je trouve que l'autrice a vraiment réussi à rester cohérente entre ce qu'elle nous raconte de l'histoire d'Olenna, qui a quand même vécu des choses affreuses, et les décisions qu'elle va prendre ou les comportements qu'elle a me paraissent vraiment cohérents par rapport au tempérament qu'elle est censée avoir au vu de l'histoire.
Également, elle a un petit côté badass qu'on ne peut pas nier, hein. Elle a du tempérament, elle a du caractère, elle ne peut pas se laisser faire. Vraiment, c'était... voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage féminin. On a juste pour moi un petit creux à un moment de l'histoire dans la deuxième partie. Alors je vais pas vous dire quoi parce que sinon ça serait dommage. Donc voilà, ceux qui l'ont lu peut-être l'auront compris de quel moment je parle. À un moment où je trouve que ça se ralentit un petit peu. Mais bon, voilà, sinon c'était resté une très bonne lecture. On a également des événements à la fin de ce premier tome qui donnent vraiment très envie de lire la suite. On se demande vraiment vers où l'autrice va nous emmener. Plusieurs fois d'ailleurs, il se passe des événements, des retournements de situation, et déjà, je les ai pas vus venir, et deux, des choses où vraiment elle vous prend un revers et elle part complètement dans autre chose, voilà, chose que vous aviez pas vu. C'était vraiment très chouette. Également, ce titre était une lecture commune que j'ai faite avec Laetitia du compte Galae, me semble-t-il. Je mettrai sa chaîne YouTube et son Instagram dans la barre d'informations. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur ses vidéos et sur ses photos sur Insta. C'était très très chouette également de faire cette lecture toutes les deux, d'échanger voilà, sur chaque partie qu'on avait déterminée. C'était vraiment très sympa également de faire quelques conjectures ou d'imaginer comment l'histoire allait évoluer. Voilà, si vous êtes passé à côté, franchement, je vous la recommande, n'hésitez pas à vous la procurer. C'est vraiment une série fantasy sur laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir et franchement, je vous la recommande. N'hésitez pas, c'est vrai que l'univers proposé, il est assez original et c'était vraiment, vraiment très chouette. À nouveau, on va partir dans toute autre chose. On va retourner dans du policier nordique avec Les Secrets de l'île de Viveka Sten que j'ai moi ici au livre de poche. Ici, on est sur le tome 4, hein, donc la quatrième enquête proposée par Thomas Andreasson et Nora Linde. Donc on continue à les suivre. Ici, dans cette enquête, on va principalement se poser des questions autour d'un jeune étudiant qui va être retrouvé pendu dans son appartement d'étudiant. Et puis, a priori, c'est un suicide, sauf que la famille ne comprend pas du tout et considère que c'est absolument impossible que ce jeune étudiant se soit suicidé. Donc Thomas décide de mener une enquête un petit peu plus approfondie et finalement, il va vraiment découvrir que cette mort qui avait tout pour ressembler à un suicide n'est pas forcément un suicide et qu'elle cache peut-être d'autres choses et également d'autres morts. Dans ce tome, j'ai bien aimé parce qu'on a une alternance de passé, éléments du passé avec les éléments du présent. Dans le présent, on va continuer à suivre Thomas, suite donc à ce qui lui est arrivé à la fin du tome 3, et Nora également, donc tous les deux, on va continuer à les suivre dans leur vie personnelle. Donc ça, c'était vraiment... C'est toujours sympa en fait dans les romans policiers avec personnages récurrents, surtout dans les nordiques. Donc celui-ci, tout comme les polars de Camilla Lagerberg d'ailleurs, je trouve que la vie des personnages a presque autant d'importance que l'enquête finalement, qui est le cœur de l'histoire, mais il n'empêche que on continue à suivre nos personnages récurrents. Et ça, moi, c'est vrai que c'est presque ce qui me plaît le plus dans ce type de policier. J'ai bien aimé l'enquête, j'ai trouvé ça bien mené, intéressant. Moi, je n'avais pas trouvé du tout la solution, en même temps, je la trouve quasiment jamais. Hein. Je la cherche pas forcément non plus. Hein. Je fais confiance à l'auteur pour me mener par le bout du nez, et ça marche. Juste, j'ai trouvé que ce tome, par rapport aux 3 précédents, il était un petit peu plus triste, un petit peu moins plein de lumière. Alors, ce qui est étonnant parce que vu ce qui se passe pour Thomas et ce qui se passe pour Nora, on aurait pu penser qu'il serait très heureux, j'allais dire. Mais finalement, non, je sais pas. Alors peut-être est-ce que c'est moi qui étais dans un mood un peu moins bon que sur les autres tomes, je sais pas. Bon, j'ai passé un très bon moment aussi à nouveau. Hein, ça se lit bien, ça se lit tout seul. Si vous aimez le polar nordique, vous ne serez pas dépaysé. Si vous aimez Camilla Lagerberg, lisez Viveka Stern. Hein, c'est franchement... J'irais pas dire que c'est la même chose parce que pas oh le joli bug, pas particulièrement. Mais ça se lit bien, c'est sympa, ça vous passez un très bon moment. Et voilà, moi je vous recommande cette série de Viveka Stern que j'aime beaucoup, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'aime beaucoup les personnages principaux. Voilà, j'aime beaucoup Nora et j'aime beaucoup Thomas. Voilà. Donc on va terminer par un titre graphique.
qui est donc Sayuri de Rensoke Oshikiri. C'est publié chez Omake Books. On va commencer, je vais vous montrer quelques illustrations. Alors, pas trop non plus parce que je vais essayer de prendre des choses qui ne vont pas vous spoiler. Donc, dans cette histoire, qui est deux tomes regroupés en un seul one-shot, donc c'est une histoire complète, un titre assez gros, mais vous avez 2 tomes à l'intérieur. Ça, je trouve ça très bien que vous ayez regroupé les 2 tomes. Ici, on va faire la rencontre d'une famille donc une famille qui est composée, donc il y a le père, la mère, 2 frères, une sœur et les grands-parents qui ont réussi à acheter une maison, à quitter leur petit appartement et qui sont extrêmement heureux du coup d'aller s'installer dans cette maison. C'était un petit peu l'objectif de vie du père de famille, voilà, d'offrir une maison à sa famille. Ils vont donc s'installer dans une maison, plein d'espoir, plein de joie, sauf que malheureusement, plus les jours vont passer, plus l'ambiance à l'intérieur de la maison va se déliter pour arriver à des choses assez dramatiques que je ne vais pas non plus vous raconter. J'ai passé un très très bon moment avec cette duologie, ce one-shot. Je ne sais même pas trop comment l'appeler du coup, allez, on va dire ce one-shot. J'ai beaucoup aimé l'ambiance déjà. Alors l'histoire est divisée en vraiment, on a 2 parties. On a une première partie qui est vraiment une espèce de descente aux enfers, vraiment où c'est horrible, il leur arrive les pires horreurs que vous puissiez imaginer, ça va leur arriver, c'est affreux. Et puis une deuxième partie qui est plus optimiste, plus combattante, plus énergique. Et voilà, moi j'ai bien aimé tout, hein, de toute façon. J'ai bien aimé la fin également qui nous est proposée ici. C'était une fin assez différente de ce à quoi je m'attendais, mais c'était vraiment chouette. Si vous aimez les histoires de fantômes, franchement, de fantômes, de maisons hantées, voilà, allez-y. Je pense que ça va vous plaire. Je pense que pour le Pumpkin de l'année prochaine, ce titre, il est parfait. Si vous aimez les titres un petit peu creepy, allez-y. Franchement, il est fait pour vous. On a quelques pages bien glauques, bien stressantes. On a aussi l'auteur, voilà, parfois vous allez avoir des pages, j'allais dire, de vie quotidienne, et quand vous tournez la page, vous vous retrouvez avec une page, mais qui vous met une claque limite. Alors je peux pas vous montrer, ça serait un spoil, c'est dommage, mais j'ai souvenir d'une page où quand j'ai tourné la page, j'ai sursauté. C'est-à-dire tellement la puissance d'évocation du dessin était vraiment impressionnante. Par rapport à ce que j'avais avant, qui était une vie, voilà, une page de vie de famille classique, et là cette page arrive et waouh, je m'y attendais pas. Pour ceux qui connaissent, qui lisent des mangas ou des mangas un peu horrifiques, il y a même quelques pages qui m'ont fait penser au dessin de Junji Ito. C'est-à-dire quelque chose de gore, un peu de sale, voilà. Vraiment, il y a vraiment quelques pages où je me suis dit, Junji Ito aurait pu dessiner une page comme ça. Et pour ceux qui connaissent, c'est vraiment, en tout cas pour moi, c'est un beau compliment. On a également des visages, la puissance d'évocation au niveau des visages, que je trouve moi aussi, elle est vraiment très très réussie. Alors il y a cette page-là que je trouve angoissante à souhait. Vraiment, vraiment très 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 angoissante. Voilà, je vous dis, on a vraiment une première partie. Alors, une autre page que je ne peux pas vous montrer. Ça serait du spoil absolument horrible, mais voilà, je vais vous montrer cette page-là avec ce dessin-là de ce jeune garçon. On voit bien qu'il ne dort pas, qu'il est angoissé. Vraiment une puissance d'évocation au niveau des visages, je trouve vraiment très réussi aussi. Voilà, donc moi je vous le recommande si vous aimez les choses un petit peu dark, un petit peu creepy, n'hésitez pas, c'est une excellente lecture. En plus, Omake Manga, c'est une plus petite maison d'édition, voilà, que les Pika et autres, donc n'hésitez pas aussi à soutenir en ces temps un petit peu difficiles pour toutes les maisons d'édition et les petites d'autant plus. Voilà, des titres peut-être un petit peu moins connus, qu'on voit un petit peu moins passer, mais en tout cas, moi je vous le recommande, j'ai vraiment adoré, c'était un très très bon moment, une très très bonne lecture, bien flippante, bien creepy. Voilà, c'est sur ce titre que se termine ce point lecture. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains des titres dont je vous ai parlé, si certains vous font envie. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une agréable journée. À bientôt.